Oui, le tocsin. Et puis alors après, bon, bah, on est tous sortis sur la rue Ouais. avec mes parents. Et puis après, donc, je viens de dire, le tambour et le gars champêtre. Et je me rappelle, c'est de là que, bah si, bah, vous savez ce qui se passe dans les petites communes comme ça. Bon, on parle tous les uns les autres, mes parents parlaient avec le voisinage et tout ça, quoi. Et comment les gens ont réagi à ce Ben, les moment-là? gens, ils étaient quand même. Je me souviens que les gens, ils étaient tristes quand même, hein. Tout le monde était triste. La débâcle, là, quand le Nord, tous les gens du Nord, ils se sont sauvés, hein. Oui. Et il y a des familles qui sont venues. Il y a une famille qui est venue à Gaël. Il y en a eu d'autres aussi. Moi, je me rappelle aussi de la débâcle. Je me souviens que il y avait plein de réfugiés qui fuyaient, c'était de la errance, ils ne savaient même pas trop où ils allaient. Je me rappelle très bien de ça. Il y avait des charrettes, tous les gens se sauvaient, hein. Ils fuyaient les Allemands, quoi. Alors, on regardait ça, nous les enfants, hein. Mais comment vous avez vécu justement l'entrée des troupes allemandes dans Gaël? Alors, ah ben, l'entrée des Allemands, je me rappelle bien, quand les Allemands sont arrivés, bah, ils prenaient la route d'Illico, c'est très vrai. Ça défilait, les camions, les chars, oh là là, ils allaient route d'Illico, et je me suis toujours rappelé qu'il y en avait qui disaient 3 jours, ils faisaient 3 jours à Londres. Dans 3 jours, ils disaient qu'ils allaient être à Londres. Ils ne sont pas allés à Londres. Non, jamais. Tant mieux, hein. Là, oui. Oui, oui. 3 jours à Londres, je me rappelle de ça, ils faisaient signe, 3 jours à Londres. Est-ce que vous vous souvenez donc des soldats allemands qui étaient dans Gaël? Ah oui, oh là là, la patrouille du soir. Alors, comme je vous dis que maman était couturière, eh ben, le soir, maman travaillait beaucoup. Alors, elle travaillait le soir, et puis elle avait mis un grand rideau noir devant la vitrine. Et puis, les Allemands qui patrouillaient, un simple petit ray de lumière, ils entraient brutalement dans la maison. Madame, lumière! Elle avait également mis quelque chose. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait un ray de lumière à cause des avions, qu'ils avaient peur des avions Les Allemands qui logeaient dans Gaël se comportaient convenablement, étaient durs, ils étaient comment avec la population? Et il y avait un groupe de SS, je crois que c'était au Paradis. C'était des SS, moi j'ai toujours dit que c'était des SS. Alors là, ils n'étaient pas faciles. Il y avait un commandant ici qui était quand même très brave. Le commandant, je crois qu'il logeait dans la famille de chez Roussel, le commandant. Il était brave parce que les Allemands, on avait aussi également des FFI, là, des plus ou moins véritablement, et d'autres un petit peu des margoulins, parce qu'ils ont fait des bêtises. Eh bien, ces FFI-là, les Allemands avaient fait mettre des V qui voulaient dire victoire. Il y en avait à la mairie. Et puis, le lendemain, ces FFI-là en question, ils ont embousé les V. Alors là, on a eu de la chance d'avoir un commandant qui était, je répète, très sympathique quand même. Il a fait nettoyer, ça a été nettoyé immédiatement, c'est le garde champêtre qui a nettoyé. Sans ça, il y aurait eu des otages de pris, hein. C'est certain. On a échappé aux otages à cause de ce commandant-là qui était sympathique. C'était le commandant des Allemands qui était à Gaël, quoi. Dans le bourg de Gaël? Dans le bourg de Gaël, D'accord. oui, 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 oui. Je crois que personnellement, lui, il devait loger, je viens de le dire, je crois que c'est chez M. Roussel, parce qu'ils avaient réquisitionné, hein, Oui. puis ils logeaient dans les belles maisons. Hein. Autrement, bon, bah écoutez, bah, il y en avait qui étaient sympas, qui venaient au café chez nous à la maison, je me rappelle bien. Moi, j'ai une tante qui leur tenait tête et qui leur parlait des Anglais. Ils l'ont embarquée, ils l'ont emmenée à la prison de Rennes. Elle n'y a pas été longtemps parce que mon père et mon oncle sont allés la chercher, enfin ils sont allés trouver le commandant à Rennes. C'est une tante qui était venue se réfugier à la maison parce qu'elle était à Paris. Et évidemment, à la débâcle, elle est venue chez mes parents. Ouais. Elle a été toute la guerre, elle est partie en 1949. Elle avait une dent contre les Allemands. Absolument. Très et puis elle aimait bien faire de la politique, alors il fallait surtout pas parler des Anglais, quoi. Les Allemands, ils venaient à la maison, on les voyait souvent. Hein. Il se passait pas qu'un jour sans qu'on les voit, quoi. Il y en avait un, il s'appelait Fritz et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait.
Mais il y en avait surtout un qui parlait pas mal, quoi. Helmut. Et lui, il nous disait toujours pourquoi la guerre, pourquoi la guerre. Chez lui, on avait compris, il était transporteur. Moi, la guerre finie, tout de suite, retour ici avec madame. Et puis il avait 2 enfants, Helmut et Waltraud. Et il dit tout de suite retour ici avec Helmut, Waltraud et madame. Bon, et puis il nous parlait toujours de ça, on leur donnait un verre de cidre, et puis c'était pas des guerriers, hein, ils étaient super sympas. Puis un jour, Fritz s'en va en Allemagne en permission. Il revient à la maison, puis il nous raconte ça, qu'il avait été en permission, et qu'il a revu ses enfants et tout ça. Il me donne des bonbons pour René, il disait des bonbons pour René. Et ensuite, il me sort de sa poche un petit harmonica qui était long comme ça. Il me le donne aussi. Je dis, c'est la folie, quoi. Hein, me donner un harmonica et tout. C'est comme si on faisait partie de sa famille, quoi. Et puis après, j'ai appris à jouer de l'harmonica et tout, en regardant les vaches et tout. Mais j'étais super heureux avec ces gars-là. Mais on les voyait tout le temps, quoi. Ah oui, un jour, je me rappelle, c'était à l'hiver, hein, et il m'avait pris en photo. Ma mère m'avait dit d'aller porter à boire. On avait des gens qui étaient à émonder les armes. À l'époque, c'était par équipe. Un jour, c'était dans une maison, le lendemain, c'était dans l'autre. Et puis, elle me dit, va leur porter à boire. Alors, elle me met une bouteille de cidre ou deux dans la musette, et puis je sortais de la maison pour aller leur porter à boire, et puis juste, voilà, les Allemands qui arrivent, qu'on connaissait bien, quoi. Et il m'a pris en photo, je me rappelle. Cette photo, il nous l'a donnée après, j'ai jamais pu la retrouver, je ne sais pas où elle est passée. Il a fallu combien de temps avant que votre mère apprenne qu'il était prisonnier, non pas mort au combat? Oh, plus d'1 an. Donc elle n'a appris qu'en 1941, Ouais, vers le printemps, que votre père était prisonnier. ouais, c'est-à-dire qu'il a vécu pendant un an de temps dans les camps et donc il n'y avait pas de coulier par quoi. Et vous, du coup, en tant qu'enfant, vous et votre petite sœur, comment vous avez vécu ces mois de... Ben, le oui-dire des gens, parce qu'elle n'avait pas de nouvelles, il y en a qui disaient qu'il était mort, etc. Alors, il y avait des choses comme ça, quoi. Et donc vous, en tant qu'enfant, ça devait être douloureux, ça. C'était bien fini. Oui, 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 oui. Donc ça a été un sacré soulagement quand votre mère a reçu des nouvelles. Ben oui, ben oui. Pour elle, pour vous, pour votre petite sœur. Il était vivant, quoi. Hein. Oui, oui, vous avez eu votre signe de vie et à partir de là, vous avez pu entretenir un petit échange quand même. Ben oui, elle avait des couliers de temps en temps, je ne sais plus. Alors, éventuellement, je ne sais pas s'il y en avait un tous les mois, c'est pas évident, quoi. Hein. Vous avez appris que votre père travaillait dans une ferme en Allemagne. Oui, à l'époque. Voilà, il dépendait d'un stalag. Oui. Le Stalag 12B. Est-ce que vous vous souvenez si à Gaël, pour les prisonniers de guerre français en Allemagne, Oui. il y avait des kermesses, des choses organisées ou pas? Des kermesses? Oui, Ah oui. Alors est-ce que vous pouvez me raconter? Ah, ben, il y avait des kermesses tous les ans, hein. C'était organisé par le clergé, par les prêtres. D'accord. Et ça se passait dans le jardin du presbytère. Oui. Ah si, on vendait un peu de tout, galettes de saucisses, des gâteaux, tout ça. Et il y avait beaucoup de jeux. Quel jeu? Eh bien, des tirs à la corde, des chamboule-tout, des jeux comme il y a dans les foires, quoi, sur les foires. Ticket de rationnement, alors là, c'était catastrophique. On avait des tickets. J1, J2, J3. Ah bah si, parce que mes parents, pour donner le chocolat, le café, il fallait donner des bons. On avait des tickets que la mairie nous distribuait. Des tickets pour tout, hein. Pour tout. Et pour vous et votre famille, donc cette période de rationnement, de restriction a été difficile? Eh bien, nous, on n'a pas été tellement privés parce que on avait, par exemple, maintenant on mange du pain noir, on adore le pain noir. On avait un boulanger qui faisait du pain blanc, clandestinement.
on allait chercher du pain blanc quand il y en avait. Mais il y en avait souvent, il en faisait toutes les semaines. Hein. Alors on allait passer par derrière et puis on allait chercher du pain blanc. Nous, on n'a pas été privés à la maison parce que bon, on avait quand même un peu de marchandises. Nous, les enfants, mes parents, on n'a pas été privés. Hein. Vous aviez un potager, un jardin? On avait un potager, oui. Puis alors, on avait un client qui avait une ferme. Il nous élevait un cochon tout le temps. Tout le temps, il élevait un cochon. Et quand son cochon était prêt, il disait toujours « Votre cochon est prêt ». Donc, on mangeait du cochon. On le tuait chez lui, on le faisait tuer chez lui. Et de la saucisse, et des pâtés, et tout ça. Et du lard dans le charnier. Nous, on n'a pas été privés. Hein. Et en contrepartie, votre mère faisait de la couture, c'était Ah des oui, services ma maman qui faisait étaient... de la couture, oui, maman faisait de la couture. Donc en fait, vous rendiez service les uns les autres, Oui. et ainsi ça permettait à chacun d'y trouver son Oui, compte. c'est ça, c'est ça. Quand elle avait des tissus, par exemple, bon ben, on en cachait parce qu'on n'en a jamais vendu aux Allemands, nous. Hein. Jamais. Il y avait des réquisitions qui étaient faites et c'était les Allemands qui disaient ce qu'il fallait leur donner et tout. Si bien que un jour, mes parents reçoivent un ordre qu'il fallait envoyer une vache pour les Allemands à la gare de Gaël. Et notre voisin également, M. Pidou à l'époque. Et puis, le jour où il a fallu emmener les vaches à la gare, M. Pidou et puis mon frère ont décidé d'aller ensemble, chacun avec leur vache, en les tenant par la corde, jusqu'à la gare de Gaël. Il y avait 5 km de chez mes parents pour aller à la gare de Gaël. Et puis, arrivé à la gare, évidemment, ils remettent la vache à l'Allemand et ils prennent soin d'enlever la corde, parce que lui, la corde, elle est à moi. Hein. La vache, vous la prenez, mais la corde, elle est à moi. Et puis, les Allemands, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensuite, il a fallu charger les vaches dans les wagons, quoi. Et c'est là où les deux vaches, celle de M. Pidou et celle de mes parents, elles ont dû dire, là, on ne va pas nous faire monter dans les wagons. Hein. Elles ont dû se tailler à ce moment-là, quoi. Elles se sont barrées. Si bien que le soir, comme d'habitude, moi j'arrive de l'école, j'ai dit, Papillon est parti. Bon. Le lendemain matin, je retourne à l'école, il y avait un verger derrière la maison, et le tas de betteraves qui était dans le verger, je vais pour aller à l'école, j'entends un bruit derrière la maison, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir de plus près. C'était notre Papillon qui était revenu, et en plus celle du voisin, elles étaient revenues toutes les deux, elles avaient échappé aux Allemands, elles étaient à côté du tas de betteraves couchées toutes les deux. Je retourne voir mes parents, je leur dis, mais c'est pas vrai, il y a le papillon derrière, je dis, t'es fou, c'est pas vrai? Si. Et puis en fait, elles étaient bien là toutes les deux, elles avaient fait le trajet. Je ne sais pas ce qu'elles avaient comme radar à l'époque, mais en tous les cas, elles ont bien trouvé le chemin pour revenir. Alors, ça, c'est une histoire impensable. On dirait, on dit les chiens, les chats, tout ça, ils arrivent à trouver leur chemin assez loin, on voit ça fréquemment. Mais les vaches, comment ça s'est passé. En tous les cas, c'est une histoire que j'ai toujours en tête, hein, franchement. Ouais. Voilà. Et les vaches sont restées à la maison, les évadés? Ah non, ils sont revenus les chercher. Ah oui, le soir, je la rentre dans l'école, je dis, mais alors, là, il dit, les Allemands, ils sont revenus chercher les vaches avec la gendarmerie. Alors, ils ont récupéré les vaches, et puis ils sont partis avec. Et cette fois, ils ne l'auront pas emmené, ils se sont débrouillés depuis la ferme. Hein. Ah oui. Alors, mon père avait fait une tranchée dans le jardin, et dès qu'il y avait alerte, eh bien, on allait se réfugier dans le jardin, dans la tranchée. Ce jour-là, le jour du bombardement, ben, on a eu peur, évidemment. Alors, on est tous partis chez notre tante à Aubran, je vous répète, avec la brouette, les bagages dedans, et mes parents, ben, le vélo. Alors, tous les matins, nous les enfants, on était restés à Aubran, et tous les matins, nos parents revenaient à la maison pour être à la maison quand même. Puis mon père avait barricadé avec des planches la vitrine qui était cassée, quoi. Mais c'est dû à la déflagration. Mais moi, je me rappelle très bien de la mort de M. Auriga aussi, hein, très bien. Ah oui, je me souviens bien, moi, très bien, parce que d'autant plus qu'ils avaient un fils qui était de mon âge.
Oui. Alors on était tous des petits copains ensemble comme ça. J'avais en mémoire que les avions mitraillaient en permanence, ils mitraillaient les voies ferrées. Comme ça, je me rappelle très bien de ça aussi. D'accord. De bruit par exemple. Mhm. Moi je l'ai encore en tête, le ciel était tout rouge. C'était le jour d'une communion, hein, communion solennelle à Gaël. Et à l'époque, nous, bon, maman avait beaucoup de communiantes habillées, parce que les robes restaient d'une année sur l'autre, elles restaient chez nous à la maison, les robes de communiantes. Eh bien, on était invités d'aller au repas de communion. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, on était à la cour Garel à manger, mes parents et puis moi j'y étais aussi, mes frères aussi. Eh bien, on a entendu les bombardements de bruit, on les entendait de Gaël, les bombardements. Et le ciel, c'était en feu, le ciel était en feu. Ça, c'était triste, le bombardement de bruit aussi. Il y a eu énormément de casse là aussi. Je me rappelle bien la Libération aussi, les Américains qui sont arrivés aussi, par la route de Saint-Main. Bah, racontez, je vous en prie. Ah, je me souviens de ça. Mon frère, il se rappelle encore mieux que moi parce que il se trouvait sur la route de Saint-Main. Il est vite venu prévenir, les Américains arrivent. Mais c'était la même chose. Mais les Américains, ils étaient accueillis, évidemment, très bien accueillis, quoi. Mais ils étaient sympas. C'était un Allemand qui était pas prisonnier, qui était dispersé sans doute tout seul dans la nature comme ça, et il s'est rendu à une ferme pour se rendre. Ils étaient deux, je crois bien. Et le monsieur qui était en ferme, c'était monsieur Aubry, ils les ont emmenés à Gaël. Et les FFI, là, les ont mis en joue, ils voulaient les descendre. Et il y avait un autre séminariste, il s'appelait comment, de la Porte, mais je sais plus son prénom. Ernest Laporte. Et il s'est mis les bras en croix, tirez nos moi. Hein? Et ils ont pas descendu des Allemands, quoi. Ils n'ont pas osé. Je me rappelle très bien du Bois Basset aussi, quand les Allemands ont fui au Bois Basset, du Bois Basset, parce que le bois, comment il s'appelle, il y en a un château qui a brûlé, ça. Oui. Et le Bois Basset, il n'a pas brûlé, le Bois Basset. Mais alors, il y avait plein de ravitaillements dans les bâtiments, plein de ravitaillements. Je me souviens qu'il y avait des papiers à lettres, des cigarettes. Mes frères, ils sont allés, on allait tous, bien sûr. Tous les enfants, même aussi. Hein. Alors, c'était pillé, hein. Chacun emmenait ce qu'il avait envie de prendre. Mes frères, ils avaient amené des cartons de cigarettes. Je me souviens, ils avaient monté ça dans le grenier à la maison. Ouais, mon parrain, ils habitaient à Muel. À l'époque, c'est pas à 5 km de Gaël, quoi. Et mes parents me parlaient, ton parrain, il est prisonnier en Allemagne. Alors, ils m'en parlaient souvent, parce que bon, ils n'avaient aucune nouvelle en fait. Hein. Il était prisonnier, je ne sais même pas s'il était dans une ferme ou dans quoi que ce soit, j'en sais rien. Et alors, comme c'était ma petite communion qu'elle allait se faire, moi, sous peu, à l'époque, quoi. Alors, il parlait de mon parrain, et j'avais hâte de revoir mon parrain, que j'avais jamais connu. Un jour, on me dit, ça y est, ton parrain, il va être libéré, on va le revoir, ton parrain, il va venir nous voir. Et puis, en fait, oui, on entendait dire à la gare de Gaël, tous les gens étaient à la gare, tous les trains qui passaient, ils se disaient, mais tiens, est-ce qu'il est là dans celui-là, ou est-ce qu'on va le voir aujourd'hui? Est-ce qu'on ne savait rien, quoi. Quand est-ce qu'ils arrivaient, les prisonniers? Et un beau jour, un après-midi, à la maison chez mes parents, on ne savait même pas. Il y a mon parrain qui arrive, il dit, le voilà ton parrain. J'étais fou, moi. Alors, depuis le temps qu'on me parlait de mon parrain qui était prisonnier, je dis, mais c'est pas possible. Et puis voilà, donc c'est là où j'ai vu mon parrain pour la première fois, quoi. Et comment s'était passé donc le retour de votre père? C'était le jour de la communion de ma frangine. C'était un dimanche. Hein, et
J'étais parce qu'à l'époque, comment s'est transformé en guerre, mais l'église est surélevée, mais il y avait une grande place en haut. On était au vert. Mais ma frangine était partie de déshabiller chez M. Duvet, qui était juste à côté de l'église, poser sa robe de communion. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui me dit votre papa arrive tout de suite. J'ai bien senti que c'était moi qui étais concerné. Mon grand-père était parti avec ma mère le chercher, et je ne le savais pas moi à ce moment-là, quoi. Et j'attendais son arrivée, quoi. Hein. Et alors, quand vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on était joyeux, quoi. Hein. Ouais. Et le lendemain, on est revenu voir la famille, parce qu'il était une famille nombreuse. Et mon père était une famille de 11 vivants. Hein. Il était le 7e. Donc, on allait voir la famille en voiture, quoi. Oui, donc vous aviez attelé le cheval et vous étiez parti en expédition. Lui, votre mère et puis votre sœur. Non, ma mère restait quand même là, parce qu'il y avait le travail, quoi. Hein. J'ai pétassique à 24 ans. Et c'était quelqu'un qui parlait un peu français, pas du tout? Quelques mots aussi. Ouais. Et votre père maîtrisait un petit peu d'allemand lui aussi, du fait de sa captivité. Mon père, il connaissait l'allemand par cœur. Par rapport au travail donc, de ce prisonnier de guerre, qu'est-ce qu'il lui donnait comme travail à faire? Dans la ferme, les cultures. Et ce prisonnier de guerre, c'était quelqu'un qui était paysan à l'origine, pas du tout? Ah non, je pense pas. Pourquoi il était maladroit au départ, il ne savait pas faire? Hein? Il ne savait pas faire le travail? Non, il ne savait rien faire à la ferme, quoi. Hein, non. Donc vous l'avez formé? Ouais. Après notre libération, évidemment, on avait fait des prisonniers aussi. Hein. Et les prisonniers allemands, on les avait par groupe. Et je me rappelle, parce que sur la route de mes parents habitant sur la route de Gaël-Lebrun, alors ils travaillaient à faire des routes pour aller désenclaver les fermes à l'époque. Et je me rappelle de ça, il y avait toute une équipe qui travaillait sur la route des Bons pour faire la route de Kernay, un petit village à Kernay. Et c'était un chemin boueux, et puis il n'y avait pas moyen il est impraticable, quoi. Et alors, il y avait une équipe une vingtaine, une trentaine d'Allemands qui étaient là. Je me rappelle parce que j'allais encore à l'époque à l'école. Donc c'est bien que je les voyais en revenant de l'école. Ils travaillaient là pour faire la route, et tout à coup de pioche. Hein. Il n'y avait pas aucun engin, il n'y avait rien. Et c'est marrant parce que c'était des prisonniers français qui les gardaient. Ils avaient le fusil sur l'épaule et tout, puis ils gardaient les prisonniers allemands. On était dans l'inversion au niveau On était expérience. dans l'inversion carrément, quoi. Ouais. Et alors c'est M. Le Gaffe qui les logeait le soir. Alors, il leur donnait des trucs à bouffer, mais pas grand-chose, quoi. Ils mangeaient je me rappelle, ils aimaient bien les troncs de choux à vache qu'ils faisaient dans les champs. Oui. Ils avaient des choux, ils aimaient bien les pieds des choux, ils les coupaient en deux, ils mangeaient la moelle des choux, ouais. Ils les nourrissaient avec ça, ils adoraient ça, les Allemands. Ah oui, ça je me souviens de ça aussi, oui. Oui, alors tous ces gars-là, on les utilisait comme ça, pour faire des routes, et puis... j'avais la pioche, il commençait à déraciner, quoi. Il fallait qu'il fasse le tour avec les pioches, et puis il commençait à déraciner, couper les racines au pied avec un hache et tout ça. Et puis lorsque l'arbre voulait tomber, il le secouait un peu pour voir s'il allait tomber, puis au bout d'un moment, l'arbre il tombait. Et après, il fallait le tronçonner, non pas avec des tronçonneuses, ça n'existait pas. Avec les harpons, quoi, on avait des scies à deux manches, là, et puis il harponnait les arbres comme ça pour les couper en tranches, pour pouvoir ensuite les fendre et tout, et les récupérer pour se chauffer. Hein. C'était comme ça. Hein. Est-ce qu'il ne passait pas une grosse corde au sommet de l'arbre pour Ça arrivait, oui, ça arrivait. Hein. Lorsqu'ils étaient soldés, ils prenaient soin de monter dedans, attacher une corde en haut, et puis ils tiraient 3 ou 4 dessus pour le faire tomber, quoi. Et ils allaient chercher la pierre où? À l'époque, il y avait une carrière à Pointe-Gelot. Il y avait une carrière qui appartenait à... Je ne sais pas si c'est pas M. Pompéi qui exploitait un peu ça. Vous vous souvenez avec quel outil les Allemands cassaient la pierre pour la réduire en petits Des morceaux? masses, avec des masses.
Alors des grosses masses ou des Non, petites pas, massettes? pas tellement grosse, hein. Pas tellement grosse, hein. C'est des masses, et puis les masses qui avaient un petit manche, ils avaient cassé la pierre comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est de la pierre rouge, hein, Ah oui, du schiste. du schiste. Ouais. Le 25 mai 1944, la commune de Gaël connaît un choc terrible avec l'arrestation de Robert Guillard. La Gestapo de Rennes a identifié ce résistant et a réuni tous les éléments nécessaires pouvant mener à sa capture. Elle sait que son épouse vient d'accoucher le 21 mai de leur enfant et que le jeune père ne pourra pas résister au désir légitime de voir sa femme et son petit garçon Christian. Le parcours de Robert Guillard permet de comprendre son engagement dans la résistance. À l'âge de 14 ans, il entre comme enfant de troupe à l'école militaire et il s'engage dans l'armée. Il participe à la campagne de France en tant que sergent. Il est blessé en 1940, mais il parvient à échapper à la captivité. L'invasion de la zone sud par les Allemands provoque son renvoi à la vie civile. Il devient agent du génie rural en 1943. Il profite de cette couverture pour entrer dans la résistance où il joue un rôle actif dans le renseignement. Il préserve les siens en maintenant secrète son activité. Personne, à Gaël, n'était au courant, pas même sa femme, Louise Thomas, épousée le 17 août 1943. Suite à son arrestation, il est conduit à la prison Jacques-Cartier de Rennes. 2 mois d'interrogatoire et d'enfermement, puis c'est la déportation pour l'Allemagne le 3 août 1944. Robert Guillard est emprisonné à Neuengamme. Il est affecté dans un commando de travail très dur où il connaît la sous-alimentation et la cruauté des SS. Face à l'offensive des Alliés, Neuengamme et ses commandos sont évacués. Les SS décident de laisser ceux qui ne peuvent plus marcher au camp de Sandbostel. Le 29 avril, les Britanniques arrivent. C'est la libération. Mais, pour nombre de déportés, l'épuisement et la maladie sont tels qu'ils prennent difficilement conscience qu'ils sont enfin libres. Robert Guillard s'éteint dans la nuit du 2 au 3 mai 1945. Sa veuve réalise les démarches nécessaires pour que la dépouille de son époux puisse être rapatriée et inhumée à Gaël. Les obsèques de Robert Guillard sont célébrées, le 23 octobre 1959, devant une foule nombreuse, les officiels, ses parents, sa veuve et son fils Christian.